Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous voir si nombreux. Quel plaisir de vous voir si attentifs, si prêts à être attentifs d'ailleurs. C'est pour nous un encouragement, croyez-le, très important que de voir d'abord les changements dans les visages, dans les âges. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent d'arriver chez nous. Et c'est plein d'espoir. Et ça me réchauffe le cœur. Nous allons avoir une séance particulière qui ne s'intitule plus Carrefour doctrinal, mais qui s'intitule Rencontre doctrinale. Alors, ce n'est pas de la cuisine, c'est simplement parce que, comme nous avons changé le nom, que nous ne nous appelons plus le Club de l'Horloge, mais le Carrefour de l'Horloge, nous n'allions pas faire des carrefours doctrinaux au Carrefour de l'Horloge, ça commençait à faire un peu racine carrée. Donc, notre président, que vous allez entendre tout à l'heure, a demandé récemment que nous changions l'appellation de ces carrefours doctrinaux. Simplement vous rappeler quelle est la différence entre les rencontres du jeudi et les carrefours doctrinaux. Lors des rencontres du jeudi, des écrivains, des auteurs, des penseurs extérieurs à notre association viennent s'exprimer devant vous sur des sujets de société, des sujets politiques, des sujets sociaux, des sujets de politique étrangère, des sujets d'histoire, et ils en débattent avec vous pendant la deuxième partie de la séance. Lors de nos rencontres doctrinales, ce sont les responsables du Carrefour de l'Horloge qui viennent devant vous pour traiter d'un sujet doctrinal, c'est-à-dire d'un sujet de fond, qui n'est pas nécessairement lié à l'actualité et qui n'est pas lié à la publication d'un ouvrage ou d'une revue ou de quoi que ce soit. C'est le cas ce soir, puisque nous avons, mais j'y reviendrai, notre président, Henri de Lesquen, que vous connaissez naturellement tous, et qui a eu la gentillesse d'accepter de venir traiter du sujet dont nous allons parler tout à l'heure. J'en suis personnellement très heureux. Bienvenue Henri. Merci Pierre, merci Pierre. J'ai pas terminé. Je fais que commencer, pardon. Ce soir, c'est Henri de Lesquen qui va nous parler. Henri de Lesquen, vous le connaissez, donc je ne vais pas avoir l'outrecuidance de le présenter. Membre fondateur du club, d'abord du Club de l'Horloge, puis du Carrefour de l'Horloge. Il a consacré une grande partie de son temps au succès du Carrefour de l'Horloge, à son rayonnement, à son audience dans le monde politique. Il a fourni à la classe politique qui se dit de droite les outils et les armes d'une réflexion véritable pour lutter contre l'idéologie utopiste de la gauche. Certains s'en sont servis, d'autres pas. En tout cas, Henri de Lesquen a eu le mérite de créer et de diffuser une véritable pensée de droite. Il est aujourd'hui aussi président du Parti national libéral, ce parti qui est en train de naître, qui est en train de pousser, comme une jeune pousse justement, à qui, je pense, un grand avenir est promis. Il contribue naturellement au développement de ce mouvement, à son rayonnement, et il a une audience de ce point de vue-là de moins en moins contestable et de plus en plus incontestée. Je rappellerai aussi son rôle, parce qu'il ne faut pas le cacher, de président de Radio Courtoisie. Je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais quand même, ça vaut le coup d'en dire deux mots. Et n'oubliez pas qu'il a, à la demande de Jean Ferré, il a repris cette radio qui était dans un état, du point de vue de la gestion, sur lequel il y avait beaucoup à dire, et du point de vue de l'audience, sur lequel il y avait beaucoup à dire. Il y a consacré 11 ans. 11 ans, et quasi en totalité de son temps. Je le fréquente depuis assidûment, Henri de Lesquen, depuis bientôt 40 ans. Je peux vous dire que je l'ai vu complètement absorbé par cette tâche gigantesque. Il a fait de Radio Courtoisie ce qu'elle est aujourd'hui. Et je voulais dire que Radio qu'aujourd'hui, ce que vous entendez aujourd'hui, c'est encore la voix d'Henri de Lesquen. Et j'espère vivement et de tout cœur qu'un jour ou l'autre, Henri retrouvera sa place qui lui est due dans cette belle radio. Aujourd'hui, nous allons traiter du sujet que Henri a souhaité traiter, à savoir métapolitique, les deux frontières de la droite. Alors, pour éviter d'abord d'essayer de dire mal ce qu'il va dire très bien, et d'autre part pour essayer d'inventer ce qui est déjà inventé, ce qui a déjà été écrit, j'ai trouvé dans le livre qui est ici et qui s'intitule
la gauche-droite, un clivage dépassé, point d'interrogation. Une intervention du professeur d'histoire, professeur de la Sorbonne, à la Sorbonne, honoris émérite et malheureusement décédé aujourd'hui, François-Georges Dreyfus. Donc il y a longtemps, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, François-Georges Dreyfus écrivait ceci. En récusant le Front National et en le diabolisant, comme on le fait depuis les municipales de Dreux en 1983, la gauche est dans son rôle. La droite parlementaire, elle, ne fait que le jeu de la gauche. Laurent Fabius l'avait compris. En 1985, il écrit « Le Front National pose de bonnes questions, mais il apporte de mauvaises réponses. » La droite parlementaire aurait pu chercher à apporter de bonnes réponses à de bonnes questions. Mais il est vrai que la droite parlementaire, si elle s'affirme de droite quand elle est dans l'opposition, ce qui lui permet de gagner les élections, notamment en 86 et 93, excusez-moi, je sais que ça date, mais c'est pour vous montrer que les choses ne viennent pas d'aujourd'hui, ce dont je vous parle, s'empresse de récuser cette vision des choses quand elle est au pouvoir, ce qui fait qu'elle perd les élections qui suivent, 81, 88, 97, car les électeurs trahis sont allés ailleurs. Aujourd'hui, poursuivait le professeur François-Georges Dreyfus, on a diabolisé l'extrême droite parce qu'on la confond systématiquement avec le fascisme. Le fascisme, création des marxistes soviétiques, n'est qu'un mythe, et c'est un traquenard dans lequel les droites libérales européennes sont tombées. Il n'y a pas grand-chose de commun, poursuivait-il, entre le fascisme italien, qui d'ailleurs n'est pas totalitaire, et le nazisme. Les politologues sérieux, allemands ou américains, quand ils analysent le nazisme, montrent toujours ses liens avec le totalitarisme soviétique. 30 ans après, on en est toujours là. Et cette série épouvantable qui s'appelle La désunion de la droite entame une nouvelle saison qui va être aussi accablante que les précédentes. Nous risquons de nous trouver devant la même situation et les Français, une fois de plus, les Français qui souffrent, les Français qui vivent cette situation impossible vont se retrouver avec leur vote volé. Alors, pourquoi cette situation? Est-ce un mage, une sorcière qui a jeté un sort sur la vie politique? Henri, dis-nous, s'il te plaît, pourquoi la droite a deux frontières? Merci, cher Pierre Milan. Mesdemoiselles, messieurs, chers amis, mesdames, je salue d'abord tous ces amis que je reconnais. Je salue mes deux amis psychiatres qui sont peut-être revenus ici pour étudier mon cas. Je salue un inventeur d'une discipline nouvelle, Jean-René L'Admiral, qui est traductologue et qui a inventé la science qu'il professe, qui est la traductologie. C'est rare. J'ai rarement rencontré l'inventeur d'une discipline nouvelle. Eh bien, voilà, il est là, il a un chandail rouge, et une petite moustache, et il s'appelle Jean-René L'Admiral. Voilà, et il a fait des livres fort savants, distinguant les sourciers des ciblistes, si je me rappelle bien. Hein. Alors, aujourd'hui, donc, en accord avec Pierre Milan, secrétaire général du Carrefour de l'Horloge, je vais traiter des deux frontières de la droite, au nom de la métapolitique plutôt que de la politique électorale et politicienne. Et je partirai d'une déclaration du président des États-Unis, Donald Trump, qui vient de dire « Les pays qui n'ont pas de frontières ne sont pas du tout des pays ». La droite n'est pas un pays, mais c'est un espace politique qui doit défendre aussi ses frontières. Alors, la droite, vous le savez, est divisée contre elle-même, Pierre le rappelait à l'instant, et je crois qu'il faut bien comprendre qu'elle a non seulement une frontière extérieure, bien sûr, qui la sépare de la gauche, mais qu'elle a aussi une frontière intérieure qui sépare la vraie droite de la fausse droite, pour parler simplement, ou pour parler plus précisément, qui sépare la vraie droite de ce qu'on appelle les cucks, les tocards ou les candaules. Je reviendrai sur cette notion essentielle. C'est ça la frontière intérieure de la droite. Non, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, le clivage droite-gauche n'est pas dépassé. Il a seulement subi une métamorphose. Alors le paradoxe, c'est que la gauche a toujours existé, en tout cas depuis 2000 ans, donc c'est presque toujours, à l'échelle d'une génération,
mais le clivage droite-gauche est relativement récent puisqu'il n'a que 3 siècles. Il n'a que 3 siècles d'existence. Alors la gauche a toujours existé en Occident, mais aussi d'ailleurs un peu en Orient, dans l'Orient islamique, parce que c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. Alors on trouve au départ de la gauche, de l'utopie égalitaire, les hérésies chrétiennes et aussi les hérésies musulmanes, la gnose et le millénarisme. Le point fondamental de l'utopie égalitaire, c'est que on considère que l'inégalité, c'est le mal. Et que l'inégalité est une injustice qui est le résultat d'une société mal construite. Voilà, en résumé, le point de vue qui est à la naissance de l'utopie égalitaire, mais qui est ensuite une construction idéologique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, l'utopie égalitaire n'a pu tenter de se réaliser que dans des épisodes extrêmement localisés. Le plus ancien que je connaisse, ce sont les Karmates, hérétiques ismaéliens qui s'étaient emparés de Bahreïn et qui ont mis en péril le califat au IXe et Xe siècle, donc dans l'Orient islamique. Nous avons connu dans la chrétienté et dans l'Occident les Taborites de Bohême, variante des Hussites, avec une variante de la variante qui était les Adamites, qui trouvaient plaisant d'être tout nus pour revenir à l'état de nature, ce qui en Tchéquie est quand même assez courageux. Et puis il y a eu les anabaptistes de Münster au XVIe siècle, et en fait on va attendre ensuite la révolution marxiste ou bolchevique de 1917 pour voir vraiment une réalisation de l'utopie égalitaire. Une tentative de réalisation, puisque par définition une utopie ne peut pas se réaliser. Alors pas d'anachronisme. Les Armagnacs contre les Bourguignons pendant la guerre de 100 ans, ça n'était pas le clivage droite-gauche. Les catholiques contre les protestants, non plus. Donc, le clivage droite-gauche, ça n'est pas le yin et le yang des Chinois qui seraient inscrits dans la nature, dans la métaphysique universelle. C'est un clivage qui est daté, qui s'est formé en Occident uniquement et depuis 3 siècles. L'égalitarisme est sans doute une tendance naturelle des hommes, mais l'utopie égalitaire est une construction intellectuelle, avec une filiation. Quand on se penche sur les différentes doctrines, on trouve avant elle une autre doctrine, jusqu'au, comme l'a expliqué très bien dans son livre sur le clivage droite-gauche Jean-Louis Harwell, jusqu'aux origines hérétiques, chrétiennes ou musulmanes, surtout chrétiennes, de la gauche. L'important est que la gauche, expression idéologique de l'utopie égalitaire, a 2 pôles antagonistes. Elle se manifeste sous 2 formes différentes qui sont des pôles antagonistes. D'une part, le collectivisme, d'autre part, le cosmopolitisme. De manière un peu plaisante, on peut effectivement opposer les Taborites, qui étaient simplement communistes, comme les Fraticelles, avant eux, aux Adamites, qui étaient, eux, pour le retour à l'état de nature, et qui trouvaient que les vêtements étaient en contradiction avec l'idéal de l'état de nature. Alors, les récits des philosophes utopistes, qui sont nombreux depuis au fond, le Moyen-Âge, montrent bien ces 2 pôles antagonistes de l'utopie égalitaire. Alors vous avez le plus connu, évidemment, c'est le roman utopique, le récit utopique de Thomas More, que bizarrement l'Église a cru bon de canoniser, qui en 1516 a publié justement l'Utopie. L'utopie, c'est la caserne. C'est une société en fait hiérarchisée, mais étatisée, avec disparition de la propriété privée. Et puis, on trouve la version inverse ou antagoniste, qui est le carnaval, dans l'utopie du XVIIIe siècle, d'un certain ecclésiastique, qui était peu religieux, qui s'appelait Don Deschamps, mort en 1774, et qui expliquait qu'il fallait abandonner tout ce qui était règles sociales, et en particulier, bien entendu, que tous les hommes devaient appartenir à toutes les femmes, ou plutôt réciproquement, toutes les femmes devaient appartenir à tous les hommes. Le carnaval, donc 2 pôles antagonistes, l'idéal du carnaval dans le cosmopolitisme, l'idéal de la caserne dans le collectivisme.
L'un des exemples intéressants, je trouve, à cet égard, c'est celui donné par Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui est un génie maléfique, mais qui est un génie, a eu des tendances cosmopolites au début de ses écrits, notamment dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Mais ensuite, il a abjuré le cosmopolitisme puisqu'il a construit une théorie qui s'appelle le contrat social, qui est une théorie essentiellement collectiviste, dont le principe est, tenez-vous bien, vous vous souvenez peut-être que vous l'avez appris à l'école, on les forcera d'être libres. Joli comme expression. On les forcera d'être libres. Ça, c'est le principe du contrat social. Mais il a tenu des propos auxquels j'adhère contre le cosmopolitisme, disant par exemple, dans l'Émile, toute société partielle, quand elle est étroite et bien unie, s'aliène de la grande. Tout patriote est dur aux étrangers. Ils ne sont rien à ses yeux. On pourrait le rappeler à ceux qui veulent accueillir l'Aquarius. Cet inconvénient est inévitable, mais il est faible. L'essentiel est d'être bon aux gens avec qui l'on vit. Au dehors, le Spartiate était ambitieux, avare, inique, mais le désintéressement, l'équité, la concorde régnaient dans ses murs. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans les livres des devoirs qu'ils dédaignent de remplir autour d'eux. Tel philosophe aime les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Voilà. Donc il y a d'autres citations que je pourrais faire qui montrent à quel point Rousseau s'est opposé au cosmopolitisme. Parce qu'il était collectiviste. Qu'il a en fait préfiguré dans sa théorie ce que devait donner l'Union soviétique et en général les régimes communistes. D'ailleurs, beaucoup plus tard, Staline, mort en 1953, était communiste, donc archi-collectiviste, et anti-cosmopolite. Et non pas, comme on l'a dit faussement et mensongèrement, par anti-juiverie, par anti-judaïsme, par antisémitisme, mais tout simplement parce qu'il était hostile au fait que l'on puisse ne pas être attaché à la patrie soviétique. Alors là, le clivage droite-gauche lui-même, j'ai dit qu'il avait 3 siècles, parce qu'on le fait habituellement remonter à 2 siècles seulement, 1789. C'est, vous le savez, le jour où, lors du vote sur le veto du roi, ceux qui étaient pour le veto, donc là, les gens qu'on appelle maintenant la droite, se sont mis à droite du président de l'Assemblée, les autres, qui étaient contre le veto du roi, se sont mis à gauche. Depuis cette date, on considère que dans les assemblées parlementaires, il y a une droite et une gauche qui se positionnent par rapport au président de l'Assemblée, qui représentent deux blocs politiques hostiles, opposés en tout cas. En vérité, le clivage droite-gauche est plus ancien au moins d'un siècle, et il faut le dater de ce que Paul Hazard a appelé dans un grand livre la crise de la conscience européenne 1680-1715, donc il a daté de la fin du règne de Louis XIV, et il résume ce qui s'est passé pendant ces 35 ans, 1680-1715, en disant au commencement, les Français et les Européens pensaient comme Bossuet, et en 1715, ils pensaient comme Voltaire, ce qui n'était pas exactement pareil. Le philosophisme du XVIIIe siècle, qu'on appelle abusivement philosophie dite de lumière, a conservé ces deux tendances, ces deux pôles antagonistes de la gauche, cosmopolite plutôt avec Diderot, et donc anticosmopolite, je l'ai dit, avec Rousseau. Et c'est dire que c'est depuis ce moment-là que la gauche a vraiment pris un poids essentiel dans la vie politique. Autrement dit, avant cette époque-là, avant le XVIIIe siècle, la gauche existait, mais de manière marginale. Les épisodes dont j'ai parlé étaient parfaitement marginaux. Ils duraient 1 an, 3 ans, ils étaient écrasés, et on n'en parlait plus. À aucun moment, la gauche était assez puissante pour que la politique se polarise par rapport à elle. Or, vous le savez, la politique, comme le dit Carl Schmitt, est fondée sur la relation ami-ennemi. Par conséquent, la politique a une tendance à la bipolarisation, quel que soit le régime électoral. Il y a une tendance à la formation de 2 camps opposés qui s'opposent. Les Armagnacs et les Bourguignons, j'ai dit tout à l'heure. Et c'est depuis donc qu'il y a une gauche qu'il y a une droite pour s'opposer à la gauche. La conclusion d'étape très importante,
c'est qu'il n'y a aucune symétrie entre la gauche et la droite. La gauche a une naissance qui est d'être l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, bien que elle soit divisée en deux branches, deux pôles antagonistes, comme je l'ai dit. La droite, c'est tout ce qui n'est pas la gauche. Il y a donc des quantités de façons d'être de droite. Il n'y a aucune unité essentielle de la droite. La grande erreur de la plupart des gens, y compris d'ailleurs Jean-Louis Harouel qui se penche sur la question, c'est de vouloir établir une symétrie. Il peut y avoir une symétrie provisoire dans la vie politique concrète. Il n'y a pas de symétrie essentielle. La droite, c'est toutes les forces politiques qui s'opposent à la gauche. Alors, la gauche a un fond commun, l'utopie égalitaire. Bien qu'elle se subdivise en deux branches, elle est unique dans son fond commun, elle a son essence, alors que la droite est multiple et diverse. Alors bien entendu, je définis des archétypes. Dans la pratique, dans la politique concrète, les idées se mélangent. Vous savez que la politique est souvent, et toujours même, l'art du compromis, et malheureusement souvent aussi l'art des compromissions. Par conséquent, on ne retrouve pas ces archétypes de la droite et de la gauche dont j'ai parlé. On ne retrouve que des réalisations qui s'en rapprochent. Je prends un exemple actuel. À gauche, vous avez Mélenchon, collectivisme, et Macron, cosmopolitisme. C'est presque archétypal. Macron est archétypal du cosmopolitisme. Presque. Mélenchon beaucoup moins, parce qu'il mélange son collectivisme avec beaucoup d'immigrationnisme et donc de cosmopolitisme. Alors, pourquoi dans ces conditions y a-t-il cette illusion de la disparition du clivage droite-gauche? J'ai souvent entendu des gens qui prennent un air fin, qui vous disent en clignant de l'œil, le clivage droite-gauche est dépassé. Sans parler d'une certaine dirigeante d'un parti politique à droite de la droite, qui passe son temps à répéter cela. C'est une illusion totale. C'est facile à comprendre. Le clivage droite-gauche ne pourrait disparaître que si la gauche disparaissait. J'espère qu'un jour elle disparaîtra, ou qu'elle sera marginale, comme elle était en 1680. Mais à mon avis, il va falloir que l'eau coule sous les ponts de la Seine pendant un certain temps avant que nous arrivions à ce résultat béni. Donc, c'est une erreur. Mais d'où vient cette erreur? D'abord, il y a deux raisons, à mon avis, à cette erreur. La première, c'est une erreur d'étiquetage, et le second, c'est la métamorphose de la gauche. L'erreur d'étiquetage est simple. C'est qu'un parti politique qui s'opposait à la gauche communiste, au parti communiste, au parti socialiste, au parti marxiste, était qualifié de droite. Et que lorsque le parti communiste a décliné, et que ce parti politique, prenons le parti dit gaulliste par exemple, a oublié son gaullisme, et c'est de plus en plus sous Chirac gauchisé, il a conservé son nom de parti de droite dans les médias, et même pour les électeurs, qui eux étaient restés de droite, qui continuaient à voter pour ce parti qu'ils croyaient de droite alors qu'il ne l'était plus. Car que vous le savez, il y a une coupure extraordinaire dans les partis politiques en France, entre la base et le sommet. Donc erreur d'étiquetage qui vient d'abord donc de ce phénomène d'inertie ou de rémanence qui fait qu'un parti politique dit de droite ne l'est plus en réalité. Et puis, il y a aussi une raison de manipulation pure et simple. Alors ça, c'est un vaste sujet qui est essentiel. Au cas où vous ne le sauriez pas, on nous a volé la démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie. En Suisse, dans une certaine mesure, et encore. Mais en France, pas du tout. Comment a-t-on fait pour voler la démocratie? En créant l'illusion de la démocratie. Très simple. Premièrement, pas très simple, n'exagérons pas. Premièrement, on diabolise tout ce qui s'oppose au système cosmopolite dominant. On les qualifie d'extrême droite. Ce qui, entre parenthèses, j'espère ne choquer personne, qualifier d'extrême droite le parti Front National de Marine Le Pen, c'est d'autant plus ridicule que Marine Le Pen n'est même pas de droite. Alors, encore moins d'extrême droite. Et donc diaboliser, avec l'étiquetage extrême droite.
Et deuxièmement, créer l'illusion d'une fausse alternance. Deux partis quasiment identiques, deux produits identiques en fait, ont deux étiquettes différentes et les gens croient que la droite remplace la gauche alors que c'est en fait l'UMPS, comme disait Jean-Marie Le Pen ou comme disait Marine Le Pen, qui en fait se succède à lui-même sous la forme soit du Parti Socialiste, aujourd'hui devenu La République En Marche en fait, soit du RPR devenu Les Républicains. Le dernier tour de Bonneto, c'est évidemment Macron qui remplace Hollande. Macron, c'est Hollande dégagé de la gangue du Parti Socialiste. Ces idées sont exactement les mêmes. Lisez le livre de Davé et l'homme, qui a recueilli les confidences, de Hollande, vous verrez qu'il a exactement les idées de Macron. Ils se détestent pour des raisons de personne, mais ils ont exactement les mêmes idées, cosmopolites. Alors l'autre raison donc de cette illusion, de la disparition du clivage droite-gauche, c'est la métamorphose de la gauche. Les gens étaient habitués depuis la Révolution française, en tout cas depuis 1917, depuis la Commune de Paris, à une opposition entre une gauche communiste, dont le noyau était communiste, et donc archi-collectiviste, et d'une droite qui était principalement libérale. Le sujet, c'était principalement l'économie. Fallait-il ou non le Gosplan, voilà, bon, centraliser l'économie ou pas, quel était le degré de liberté économique qu'on pouvait accepter. Donc l'opposition de droite-gauche était en gros une opposition libéralisme-communisme, libéralisme-socialisme. Et aujourd'hui, cette opposition a complètement changé. Et le changement s'est fait avec mai 68, qui est un phénomène français, mais qui était un phénomène mondial, tout au moins occidental, et qui, d'ailleurs, était tellement mondial qu'il a abouti, où il s'est accompagné de l'effondrement du RSS un peu plus tard, en 1991. La gauche a muté avec mai 68. Elle a muté, elle est passée du collectivisme au cosmopolitisme. Certains glosent sur le marxisme culturel, Marcuse et les autres. C'était un mélange, excusez-moi, chers amis, de psychanalyse et de marxisme. Vous voyez, c'est pas très digeste. Ce marxisme culturel n'était qu'une forme de transition entre le collectivisme et le cosmopolitisme. Souvenez-vous, pour vous montrer que la transition a pris quand même un certain temps, Georges Marchais en 1981 a fait un discours superbe, je signerais, disant il y a trop d'immigrants en France, on ne peut plus accepter d'immigrés. Georges Marchais, chef du Parti communiste. C'était l'époque aussi où le maire de Vitry, non ? Ivry, avait lancé un bulldozer sur un booter, je crois on dit en français maintenant, sur une résidence d'immigrés. Vous voyez que les communistes ont bien changé. Maintenant, voilà. Alors, c'est vraiment mai 68 qui a matérialisé ce basculement. D'ailleurs, le slogan, la formule de mai 68, vous la rappelez, même si vous n'étiez pas né, vous la connaissez, il est interdit d'interdire. Ça, c'est typiquement cosmopolite. C'est le refus des règles. C'est le carnaval, il est interdit d'interdire. Et alors attention, il y a dans les structures sociales une grande inertie. Et on est peut-être passé dans la superstructure idéologique, comme diraient les marxistes, au cosmopolitisme. Parce que la plupart des intellectuels, notamment les anciens trotskistes ou maoïstes, sont passés au cosmopolitisme. Mais les institutions ont beaucoup moins changé. Nous sommes en France, dans un pays où les dépenses publiques représentent 57% du produit intérieur brut, ou revenu national. Plus de la moitié, 57%. Où les prélèvements obligatoires, qui sont les dépenses publiques moins le déficit, dépassent 45%. C'est gigantesque. Alors quand j'entends une certaine personne dirigeant un parti de la droite parler de l'ultralibéralisme, dénoncer l'ultralibéralisme, je me dis, mais dans quel pays vit-elle ? 57%. Qu'est-ce qu'il lui faut ?
Elle voudrait 80%. Non, attendez, en plus c'est un pays où tout est interdit. Hein. Le nombre d'interdictions qu'on ajoute, les législateurs croient, intelligents, croient que leur fonction c'est de créer des délits nouveaux. Ah oui. Alors vous savez, je viens de voir un article dans le Figaro, ça vient des États-Unis, le code de Netflix pour définir le harcèlement. Si un homme regarde une femme plus de 5 secondes, harcèlement. 5 secondes. Alors moi je me dis, mais j'ai souvent commis un acte pareil. Hein. Dans le métro, je suis là, tac, je suis accroché en face d'une jolie fille, je regarde. Et là, donc parler d'ultralibéralisme, c'est de la divinité profonde. Les institutions restent largement collectivistes et socialistes, mais les idées, elles, sont essentiellement les idées dominantes. L'idéologie dominante, c'est le cosmopolitisme. Macron, je le répète, Macron 2017, c'est vraiment la mue, au sens biologique du terme. Hein. C'est Hollande, qui est devenu Macron, en se rajeunissant un petit peu, et, à défaut de rajeunir sa femme, et qui s'est dégagé de la gang socialiste. Donc le clivage droite-gauche a changé de nature. Ça n'est plus essentiellement libéralisme contre socialisme, c'est maintenant nationalisme ou populisme contre cosmopolitisme. Mais c'est encore des clivages droite-gauche. Et maintenant, à nous la référence à la lutte des classes, parce que la lutte des classes, qui pour nous est mauvaise au sein de la nation, est bonne actuellement parce qu'elle s'est métamorphosée dans une lutte de tous les peuples contre la superclasse mondiale. La superclasse mondiale, autre concept essentiel, qui a été forgé par le regretté Samuel Huntington, plus connu par le choc des civilisations, mais son célèbre livre sur le choc des civilisations, qui est beaucoup moins bon que celui qu'il a fait sur l'identité américaine, qui sommes-nous, et qui a défini la superclasse mondiale, qui aujourd'hui domine le monde. Et qui s'est développée, épanouie, après l'effondrement de l'URSS en 1991. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que le cosmopolitisme? Ben justement, puisque nous parlons de frontières, c'est une idéologie issue de la gauche, ou expression de la gauche, ou branche de la gauche, qui refuse les frontières. Alors, elle n'est pas née d'hier. Comme son nom l'indique, pour ceux qui ont fait peu de grec, ce qui n'est pas mon cas, cosmopolitisme, ça vient du grec, ça veut dire, cosmopolite veut dire citoyen du monde. Cosmos, le monde, polites, le citoyen. Et la formule a été forgée par un certain Diogène le Cynique, qui, pour montrer son rejet des conventions sociales, se masturbait en public. Excusez-moi, mesdames, mais il faut être précis pour vous montrer l'ignominie du cosmopolitisme. Donc le cosmopolite, issu de l'école cynique, 350 ans avant Jésus-Christ, il y a 2350 ans, rejette les lois de la cité. Cosmopolite est une subversion dans les termes. Le cosmopolitisme est fondé sur le mensonge, d'abord dans son expression, dans sa dénomination même, puisque le citoyen est forcément citoyen d'une cité qui a des frontières. Sans frontières, il n'y a pas de cité, donc pas de citoyen. Le citoyen du monde qui n'a pas de frontières n'est pas citoyen. Donc on ne se dit citoyen du monde que pour dire en fait qu'on n'est pas citoyen, pour refuser d'être citoyen de sa cité, pour refuser les devoirs envers la patrie. Et le cosmopolitisme a donc deux volets. Un volet extérieur, il rejette les frontières extérieures, les frontières physiques du peuple, de la cité, et un volet intérieur, il rejette les frontières morales intérieures du peuple. Alors les frontières extérieures, c'est plus facile à comprendre. Ouvrez la porte à l'étranger, comme on dit à la messe. C'est laisser rentrer sans limite les immigrés venus de tous les pays du monde. C'est le camp des saints. Lisez le camp des saints de Jean Raspail qui vous explique très bien cette mentalité. Ouvre la porte à l'étranger. Pour qu'il t'envahisse. L'envahisseur devient un migrant. Et c'est aussi le libre-échangisme. Alors les économistes discutent des avantages et des inconvénients du libre-échange, mais là, le libre-échangisme est considéré comme un dogme. Il faut que, comme les hommes, les marchandises et les capitaux puissent circuler librement. On réalise ce marché unique à l'intérieur de l'Union européenne, mais le but est de le réaliser à l'intérieur du monde.
si j'ose dire. Et c'est aussi la supranationalité. Les frontières sont les limites de la souveraineté de l'État. Et l'État ne doit plus être souverain. Il faut que l'Union européenne, l'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme, le tribunal pénal international, que toute cette superstructure mondiale écrase la souveraineté des États qui ne doivent plus être souverains, qui doivent obéir à une puissance étrangère et anationale. Mais le cosmopolitisme, c'est aussi l'abolition des frontières intérieures entre les valeurs, entre le beau et le laid. C'est l'art dégénéré. Ou le non-art dégénéré, c'est encore pire, il n'y a même plus de référence à la beauté. C'est la différence entre le vrai et le faux. Les races n'existent pas. Je réponds à cette affirmation stupide. Alors j'ai deux réponses. La première, plus scientifique, qui consiste à dire les races sont les divisions de l'espèce dans la taxinomie linéenne. Bon, c'est un peu abscon. Il faut être stupide ou fanatique pour nier la division de l'espèce humaine en races. Et puis, j'ai un autre argument plus simple. Si vous ne croyez pas à l'existence des races, prenez le métro parisien, ligne 13. Voilà, la démonstration est claire. Et d'ailleurs, à tel point qu'un jour, sur la ligne 13, je prends la voiture, je rentre, face de moi, je vois la convoiture. Je regarde à gauche, à droite, je vois que des convoitiers partout. Je me dirige, et je vis un caucasoïde au fond de la voiture. Je me dirige vers lui. Je lui tends la main et je lui dis « Docteur Livingstone, je suppose. » C'est ce qu'on appelle le grand remplacement. Grand remplacement, expression qui a été trouvée par Martin Pelletier, reprise par un certain Renaud Camus, et qui est le grand remplacement des Français par les immigrés et des caucasoïdes par les congoïdes. Alors, le point important, donc, c'est également la distinction, l'absence de distinction, plutôt l'effacement de la frontière des valeurs entre le bien et le mal. Et c'est ainsi que, après mai 68, nous avons eu, grâce au sieur Giscard d'Estaing, la pornographie, l'avortement, puis nous avons eu depuis l'essor de l'art dégénéré, récemment le mariage homosexuel, la théorie du genre, le féminisme, l'abolition de la peine de mort, bien entendu, et la musique nègre. La musique nègre qui, comme vous le savez, s'adresse au cerveau reptilien au rythme du coït. Je n'y peux rien, c'est scientifique. Les valeurs républicaines authentiques sont totalement contraires au cosmopolitisme. Et pour vous le démontrer, je vais vous faire des citations. Sur la Troisième République, dans laquelle en réalité nous sommes, parce que le régime n'a pas changé depuis la Troisième République, on a changé la Constitution, mais pas le régime, qui donc remonte en fait à 1871, qui a été fondé par un certain Adolphe Thiers. Eh bien, au moins jusqu'en 1914, et même jusqu'au général de Gaulle compris, la République, c'était la souveraineté de la nation, la préférence nationale. Il n'y a pas de République sans préférence nationale. L'expression a été inventée dans la pièce d'à côté en 1983 ou 84, dans une discussion que j'ai eue avec l'auteur du livre « La préférence nationale, réponse à l'immigration », qui était Jean-Yves Le Gallou, mais elle était inhérente au principe de la nation. Et moi je soutiens que bien que la Troisième République anticléricale et franc-maçonne fit référence sans cesse à la glorieuse révolution qu'elle idéalisait, l'horrible révolution de 1789 en réalité, elle était fondée, historiquement, réellement, sur une contre-révolution que fut l'écrasement de l'horrible Commune de Paris. Et alors, Adolphe Thiers, vous savez, Thiers n'a pas fait de quartier. Et il a dit, en 1971, après l'écrasement des communards, alors c'est un peu horrible, mais je souscris quand même. Désolé, tant pis pour les âmes sensibles. Adolphe Thiers a écrit
Le sol de Paris est jonché de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Fin de citation. Pour les âmes sensibles qui ont réclamé la peine de mort, je vous signale que la Troisième République, vers 1883, a fait une loi terrible, alors à mon avis excessive d'ailleurs, sur les vagabonds. Vous savez que les vagabonds avaient perdu leur qualité de vagabonds quand j'étais petit, dans les années 1960. On les appelait les clochards, c'est déjà plus gentil. Et maintenant on les appelle les sans domicile fixe. Or le vagabond était coupable autrefois du délit de vagabondage. Et une loi terrible, parce qu'il y avait non pas un sentiment d'insécurité, mais une légère insécurité vers la fin du XIXe siècle. Les républicains, tout francs-maçons qu'ils fussent, ont décidé de mettre fin à cette insécurité. Tolérance zéro, le vagabond, à la deuxième récidive du délit de vagabondage était relégué à Cayenne, où il avait toutes les chances de mourir. C'était à mon avis un peu excessif. Mais voilà ce que disait Pierre Valdec-Rousseau, un humaniste s'il en est, ministre de l'Intérieur en 1983, seule la transportation, c'est-à-dire la déportation avec travaux forcés, seule la transportation peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur perversité naturelle. Comment ça c'est vrai? Ah oui, c'est vrai, cette citation, je vous jure que si... Alors bien entendu, moi les deux citations que je préfère, c'est Jules Ferry. Non, aussi Paul Doumer n'est pas mal, mais Jules Ferry quand même, c'est quand même superbe. Écoutez bien si vous ne la connaissiez pas, nous sommes à la Chambre des députés, en 1885. Jules Ferry, fondateur de l'école laïque. Jules Ferry, fondateur de l'école laïque. Ancien ministre de l'Instruction publique, fondateur de l'école laïque, ancien président du Conseil, est en 1885 à la Chambre des députés, il dit ceci. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète, qu'il y a pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. C'est joli. Alors bien entendu, je me sens obligé à ce moment-là de passer tout de suite à De Gaulle avant de revenir à Paul Doumer. Vous connaissez, mais on ne le dit jamais assez, Charles de Gaulle en 1959, disant « C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. » Alors Jules Ferry, bien sous tout rapport, parangon des valeurs républicaines, et De Gaulle n'en parlons pas, parangon du combat contre le nazisme, contre Hitler, eh bien ils étaient racistes au bon sens du terme. C'est ce que j'appelle le racisme républicain. Conscience de race, fierté de race, et pas de haine. Mais pour finir ces citations républicaines, je ne voudrais pas oublier un autre franc-maçon, Paul Doumer, qui en 1906 nous expliquait, plutôt expliquer aux enfants, puisque c'était dans un ouvrage écrit intitulé « Le livre de mes fils », n'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudie le devoir, ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Je vous invite à réfléchir à cette phrase. Si les cosmopolites étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort. Car c'est ce qui est en train de se produire. C'est pourquoi nous avons le devoir d'arrêter, de faire obstacle, d'empêcher le cosmopolitisme qui détruit la France, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Merci Paul Doumer. 1906, futur président de la République assassiné par un certain pas Gorbatchev, mais Gorbachev. Enfin voilà. Donc, les valeurs républicaines sont complètement l'inverse du cosmopolitisme. Et pour moi, ce qui a traduit juridiquement et politiquement la fin de la République, après 1968, c'est la loi scélérate entre toutes, c'est-à-dire
La loi Pleven, bien sûr. Loi du 1er juillet 1972. Attention, votée par une prétendue droite. Président de la République, Georges Pompidou. Premier ministre, Jean-Luc Chaban-Delmas. Garde des Sceaux qui fait voter la loi qui porte son nom, René Pleven. Voilà. Cette loi porte une atteinte dramatique à la liberté d'expression et, en particulier, c'est pire que tout, elle interdit la préférence nationale. C'est-à-dire qu'elle fait basculer la France dans le cosmopolitisme officiel. Alors elle interdit, elle met fin, elle abolit la liberté d'expression en réalité, et c'est quelqu'un qui est un abonné de la 17e chambre correctionnelle de Paris qui vous le dit, hein. Mais elle met aussi fin à la liberté de discrimination. Mais la liberté de discrimination, c'est peut-être encore plus important que la liberté d'expression. Je parle des particuliers, je ne parle pas des services publics. Que les services publics ne doivent pas les discriminer, c'est la moindre des choses. Mais un particulier doit pouvoir choisir, c'est que librement. Alors, je dis souvent d'ailleurs, pour montrer le ridicule, enfin l'obscénité, si je puis dire, le caractère insupportable de cette atteinte à la liberté de discrimination, que lorsque je me suis marié il y a quelques années, il y a plus de 40 ans, pour ne rien cacher, eh bien, le fait que ma femme fût de race caucasoïde, fût de religion chrétienne, fût de nationalité française, et je dirais, maintenant qu'il y a le mariage homosexuel, qu'elle fût une femme et qu'elle fût hétérosexuelle, bon, tout ça ne m'était pas indifférent. Eh bien, tous ces critères-là, si on n'est pas dans le domaine du mariage, sont des discriminations interdites par la loi. Alors, interdites avec une certaine hypocrisie, parce que la composition des plateaux télévisés ou des plateaux diffusés ne me paraît pas ethniquement équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, j'affirme que depuis la loi du 1er juillet 1972, qui a mis fin en particulier à la préférence nationale, la France n'est plus en République. La République a été remplacée par l'État cosmopolite. Alors, ce n'est qu'une loi ordinaire, mais cette loi ordinaire a complètement changé l'esprit des institutions. Nous ne sommes plus en République. Et les crétins qui se disent royalistes, mais qui veulent honnir la République en faisant cadeau aux cosmopolites, commettent une erreur stratégique dramatique. Ils font l'amalgame entre les républicains, certes anti-religieux, certes anti-royalistes, et les cosmopolites, ce qui est faux sur le plan conceptuel, je vous ai fait la démonstration, mais en plus dramatique sur le plan stratégique. La droite, aujourd'hui, ne peut donc être que radicalement anti-cosmopolite. C'est vraiment le message que je voudrais faire passer. Si vous ne retenez qu'une idée de cet exposé, retenez celui-ci, retenez celle-ci. La droite doit être radicalement anti-cosmopolite. Elle doit appeler le cosmopolitisme par son nom, sans prendre des euphémismes, des faux fuyants, des édulcorants, si je puis dire, des édulcorants. Sans parler, alors on parle de mondialisme, on parle de globalisme, on parle de sans-frontiérisme, d'idéologie des droits de l'homme, tout cela, c'est très gentil. Ce ne sont que des mauvaises appellations de ce qui est le cosmopolitisme et qui doit être appelé par son nom, car le cosmopolitisme est un tout. C'est un tout, et il faut donc l'affronter globalement. L'immigration, la pornographie, le mariage homosexuel, c'est un tout qu'il faut combattre globalement. Sinon, nous n'arriverons à rien. La gauche, qu'elle soit collectiviste ou cosmopolite, peut faire la révolution, sous une forme ou sous une autre. Alors, je pense que, après avoir bien réfléchi, qu'il n'y a aucun moyen de sauver le mot de révolution. Et par conséquent, moi je propose de réhabiliter le beau mot de réaction. Bon, on dit bien un moteur à réaction, c'est pas mal d'avoir un moteur à réaction. Hein. Bon, la réaction, c'est le fait de réagir à ce qui est mal. Donc je propose de parler de réaction et de nous dire réactionnaire dans le bon sens du terme. Nous sommes réactionnaires pour le progrès et contre la révolution. Donc nous sommes des contre-révolutionnaires progressistes. Voilà ce que c'est un réactionnaire, dans le bon sens du terme. Nous ne voulons pas revenir au passé, nous voulons que l'avenir prolonge le passé. J'ai proposé de définir mon idéal sous la forme suivante, assez ramassée. Mon idéal, c'est Saint-Louis plus l'ordinateur. Voilà.
C'est pas les soviets et l'électricité. C'est pas les soviets et l'électricité, c'est Saint-Louis plus l'ordinateur. Alors c'est un peu caricatural évidemment, parce que j'ajoute très volontiers la fourchette, entre parenthèses. Mais bon, c'est un point de détail. Alors là, voilà la frontière, donc bien dessinée entre la droite et la gauche. Mais il y a une frontière intérieure. J'espère qu'elle ne passe pas dans cette salle. Naturellement diverses, sans unité substantielle, la droite a donc plus facilement tendance à se fragmenter et à se diviser que la gauche. D'autant plus que la gauche, elle, en dépit de sa dualité, sur laquelle j'ai insisté, sait, contre la droite, se rassembler, se souvenir du fond commun pour combattre celle-ci. C'est l'union de la gauche sous toutes ses formes. La France insoumise, malgré tout, malgré des hésitations, a voté Macron au second tour. Hein. Alors, l'actualité nous donne un bon exemple récent de ce que j'appelle la fausse droite. Madame Virginie Calmels, que M. Wauquiez avait nommé à tort comme numéro 2 de son mouvement, le parti Les Républicains, parti des gaullistes, issu de l'ancienne Union pour la Nouvelle République de 1958, a osé contester un tract intitulé « Pour que la France reste la France ». Alors là, les bras sont tombés. Dans un parti dit de droite, un homme politique dit de droite trouve qu'il est choquant qu'on veuille que la France reste la France. Alors, c'est-à-dire qu'elle refuse la notion d'identité. L'identité, philosophiquement, je parle sous le contrôle de Jean-René Admiral, c'est ce qui fait qu'un être reste le même au fil du temps et qu'il est différent des autres. La France a une identité. Cet être communautaire que nous formons, depuis, dans un exposé précédent, je le fais remonter au XIe siècle, je dis que la nation française existe depuis le XIe siècle, bon, ça fait 1000 ans, et donc depuis tout ce millénaire, la France s'est transformée, mais elle a conservé une identité. Alors le fait que la France reste la France, moi j'ai tendance plutôt à dire, c'est plutôt ma formule, que la France redevienne la France. Parce qu'il faut une bonne dose de réémigration pour qu'elle le soit vraiment. Hein. De réémigration. Alors, M. Wauquiez n'a pas exclu de son parti cette dame. Il aurait dû. Je pense que la droite se renforcerait en s'épurant. L'épuration, c'est très nécessaire. Hein. Et vous allez me dire, mais selon quels critères ? Au-delà de cet exemple. Et c'est là que ça devient un peu délicat et qu'il faut être attentif et réfléchir. Je reprends ma référence favorite qui est Donald Trump, le président des États-Unis d'Amérique. L'expérience américaine est très intéressante. Nous sommes en 2016, primaire républicaine. La primaire républicaine. Pour désigner le candidat du Parti républicain à l'élection républicaine. L'élection, pour l'élection du président. Au début, il y avait 16 candidats à la primaire, et le candidat Donald Trump avait dans le premier sondage, tenez-vous bien, 1% des intentions de vote. 1%. Alors il a gagné la primaire, et il a gagné l'élection présidentielle. Comment a-t-il fait ? Il a fait preuve d'un talent oratoire certain, etc. Mais il a été soutenu très efficacement par l'autre droite, ce qu'on appelle l'autre droite, en anglais alt-right, qui a démoli ses concurrents en même temps qu'elle a démoli ses adversaires démocrates. Et elle a démoli ses concurrents en les qualifiant d'un sobriquet affreux, les cucks. Alors, vous savez, la politique, ce sont des mots. Et aux États-Unis, en Angleterre aussi, la droite, ce sont les conservateurs, on dit les conservatives. Et alors les Anglais aiment bien les mots, les Anglais et les Américains aiment bien les mots valises, comme on dit. Alors l'alt-right avait parlé des conservatives. C'est-à-dire que tous ses concurrents étaient qualifiés de cucks et de conservatives. Ça les a complètement démolis.
pour les stigmatiser. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que le terme de coq est stigmatisant. Là, je vais être encore obligé de ne pas être tout à fait convenable. J'espère que Pierre Milan, qui est un homme pudique, me le pardonnera. Je suis obligé de vous dire la vérité. De grands garçons, je demande que les individus en dessous de l'âge de 18 ans quittent la salle. Donc le cuck, c'est un mot anglais, C-U-C-K, abréviation de cuckold, qui veut dire cocu. Aucune origine étymologique commune, mais le premier sens, c'est le mot cocu. Mais en fait, le mot cuck, l'abréviation de cuckold, a pris un sens spécial et particulièrement ignoble dans la pornographie américaine. Dans les vidéos pornographiques américaines, alors je vous jure, je n'ai jamais regardé, hein, mais on m'a raconté. Le cuck, c'est l'homme qui livre sa femme à un autre homme et qui assiste à leurs ébats. Donc ça n'est plus de victime, comme un cocu, c'est un pervers sexuel. C'est ça le cuck. Alors effectivement, c'est une charge assez forte. Hein. L'idée, évidemment, la métaphore, c'est que ce sont des gens qui livrent la droite à la gauche, en quelque sorte. Il se trouve que il fallait traduire ce mot. Alors il existe d'ailleurs en français, et les psychiatres ont répertorié cette perversion sexuelle, donc une maladie mentale, au moins une perversion sexuelle. Enfin, il paraît que selon l'OMS, maintenant, les transsexuels ne sont plus des malades mentaux. Alors, donc je ne sais plus si j'ai le droit de dire que les cucks sont des malades mentaux. En tout cas, ce sont des pervers sexuels, et cette perversion s'appelle le candolisme. Alors pourquoi le candolisme ? C'est-à-dire la chandelle. Pardon ? C'est-à-dire la chandelle, le candolisme. Non, ça n'a pas de rapport avec la chandelle. Ça n'a pas de rapport avec la chandelle. Le candolisme est une référence à la mythologie grecque. Le roi Candole, alors une histoire peut-être, mais je pense que c'est plutôt la mythologie, bien que ce soit raconté notamment par Hérodote. Le roi Candole était un roi de Lydie au 8e siècle avant Jésus-Christ. La Lydie était donc un royaume au bord de la mer Égée, en Asie mineure. Et il avait une femme très belle. Alors si j'en juge par les tableaux qu'on a fait, elle était vraiment très très belle. Côté pile comme côté face. Et il l'a trouvée tellement belle qu'il n'était pas égoïste, il a voulu partager. Voilà. Le roi Candole. Et c'est d'ailleurs mal fini, mais enfin peu importe. Donc il fallait trouver un terme. Alors, moi le terme de cuck me gênait. D'abord c'est un mot anglais, comme vous le savez peut-être. Et je n'apprends pas de mots anglais. Ailleurs non plus, je n'ai pas attendu Radio Courtoisie pour refuser les anglicismes. Et deuxièmement, c'est le vocabulaire de la pornographie, ce qui n'est quand même pas très sympathique. Donc j'ai décidé de passer au vocabulaire de la mythologie, ce qui est quand même un peu plus élégant, vous l'avouerez. Et j'ai voulu conserver la métaphore. Et je me suis dit, au fond, puisque on dit bien un narcisse, ou pour désigner quelqu'un qui se regarde dans la glace, un Apollon pour désigner un bel homme, et ainsi de suite, un Olybrius, un Mentor, il est assez fréquent dans la langue française d'avoir créé un nom commun à partir d'un nom propre. Un Apollon à partir du dieu Apollon, un bel homme. Un Narcisse à partir des personnages de la mythologie Narcisse, qui est devenu fou en regardant son reflet dans l'eau. Donc c'est quelqu'un qui aime bien se regarder dans la glace. Narcissisme. Et donc pourquoi pas dire Candole avec un C minuscule, nom commun. Et donc j'ai décidé de lancer le mot Candole. C'est une création terminologique qui date du 30 décembre 2017. Et je peux vous dire que ce mot a connu une fortune sur les réseaux sociaux extraordinaires, à tel point que nous avons eu droit à un article de Libération disant que veut dire Candole, sauf que l'article hésite sur la paternité, et je vous jure que c'est moi. Bon. Et donc un candole, alors moi je le prends, vous pouvez le prendre si vous voulez au sens premier du terme, pour désigner ceux qui pratiquent le candolisme, mais moi je le prends uniquement au sens métaphorique et politique. Le candole, pour donner la meilleure définition, c'est un homme classé à droite qui se soumet au cosmopolitiquement correct. Voilà la définition. Et je pense que c'est essentiel de désigner les candoles pour ce qu'ils sont, pour sauver la droite et pour la rendre plus forte. Alors Virginie Calmel ou bien Valérie Pécresse qui veut accueillir tous les gens de l'Aquarius sont-ils des candoles ou carrément des cosmopolites? On peut en discuter. Parce qu'un cosmopolite, ce n'est pas un candole. Le candole
normalement, n'a pas d'idée cosmopolite. C'est un homme de droite, cassé à droite, qui peut avoir vraiment des idées profondes de droite, mais qui, par lâcheté, par bêtise, par opportunisme, par servilité, se couche devant le cosmopolitiquement correct. Donc, j'hésite entre la qualification de Candeau ou la qualification de cosmopolite pour Virginie Calmel ou Valérie Pécresse. Alors attention, nous ne devons pas tomber dans le sectarisme. Et il faut donc, n'oublions pas, Pierre Milan le rappelait tout à l'heure, notre objectif c'est quand même d'arriver à l'union de la droite. Donc il faut unir, dans mon esprit, tout le monde. Centre droit, droite modérée, on le fait partie avec Pierre Milan, et vous pour la plupart, je suppose, et l'extrême droite. Mais il faut distinguer le prudent du candolle. Le prudent, il est prudent, donc il ne veut pas trop affronter les gens d'en face. Mais le candolle, c'est différent. Le candolle, c'est plus particulier. C'est celui qui affaiblit la droite en attaquant les vrais dissidents de droite, au nom des idées cosmopolites, au nom en particulier de l'antiracisme, au nom de l'antisémitisme. Il va se mettre à attaquer les gens de droite, les vrais dissidents. En tout cas, les vrais dissidents. Alors bien sûr, il y a tout un nuancier de candolisme, mais pour comprendre ce qu'est un candolle, il faut définir ce que c'est qu'un vrai dissident, qui est pour moi, les vrais dissidents, bon, j'espère faire partie, à vos yeux en tout cas, c'est le noyau de la droite authentique. Et on reconnaît le vrai dissident à 3 critères simples. Il est pour la liberté d'expression. Donc il veut l'abrogation de toute la législation antiraciste. Non seulement la loi Pleven, mais aussi la loi Guesso, qui interdit l'expression d'opinions révisionnistes. Il n'est pas simplement bêtement pour l'arrêt de l'immigration, ce qui voudrait dire qu'il veut accepter tous les immigrés qui sont déjà là, et qui sont beaucoup trop nombreux. Il est pour la réimmigration. Et troisièmement, il n'a pas peur des mots. Il parle des races. Il ne dit pas les Africains pour dire les Noirs ou les Congoïdes. Il ne dit pas les Asiatiques pour les Mongoloïdes ou les jaunes. Ce qui est stupide, puisque un Libanais est asiatique. Il n'est pas jaune, ni mongoloïde. Alors, d'autre part, c'est peut-être un 4e critère, c'est que le vrai dissident, il n'est pas forcément d'extrême droite, il est plutôt de droite modérée la plupart du temps, mais il ne jette pas le discrédit sur l'extrême droite. Il a, pour l'extrême droite, la même indulgence que la gauche a pour l'extrême gauche. Ça, c'est capital. Pas d'ennemis à droite. Et le bon exemple encore, c'est Trump. Trump n'a presque jamais craché sur l'extrême droite. Il s'en est distingué. Il crache pas dessus. Songez par exemple à l'épisode de la statue du général Lee, où il a refusé de condamner les gens qui manifestaient en faveur de la statue du général Lee, qui, je vous rappelle, était un grand général de l'armée sudiste. Alors, je le répète, il faut avoir pour l'extrême droite la même indulgence, et même sympathie que la gauche a pour l'extrême gauche. Et le simple fait de vouloir à tout prix se distinguer de l'extrême droite, ou d'insulter les gens qui sont peut-être un peu plus à droite que vous en les traitant d'extrême droite, c'est une marque sûre de candolisme. Alors, là, il faut voir, les candolles en fait sont partout, pas seulement au centre droit, hein. Ils sont partout. Alors, je vais prendre un exemple très frappant qui est tout récent. Jeanne d'Arc. Sainte Jeanne d'Arc, patronne de la France, canonisée en 1920, fête nationale depuis 1920, deuxième dimanche de mai. Sainte Jeanne d'Arc a donné sa vie pour bouter les Angouais hors de France. Et les Anglais, etc. Elle est morte en 1431, la guerre de Cent Ans s'est finie en 1453, le schisme anglican c'est 1534. Donc les Anglais étaient tout aussi catholiques que les Français à l'époque. Ils étaient européens, occidentaux, ils étaient de race caucasoïde, mais c'était des étrangers. Elle a donné sa vie pour bouter hors de France, et c'était une pure jeune fille, Jeanne d'Arc, française de souche, évidemment de race caucasoïde. Bon, il est un peu bizarre de faire jouer le personnage de Jules César par un congoïde. Il est scandaleux. Il serait scandaleux de faire jouer le personnage de Jeanne d'Arc par une prostituée, parce que c'était une pure jeune fille, la pucelle d'Orléans. De faire jouer le personnage de Jeanne d'Arc par un transsexuel.
par un vieillard. Par une étrangère, pourquoi pas une anglaise pendant qu'on y est? Mais on l'a fait jouer par une congoïde. Alors j'exagère un peu. Cette demoiselle qui s'appelle Mathilde de Gamassou est de père béninois et de mère polonaise. Alors moi, je n'avais rien contre elle, sauf qu'elle a eu la prétention, l'insolence, de poser sa candidature alors qu'elle aurait su qu'elle n'était pas apte à jouer le personnage de Jeanne d'Arc et à l'incarner. Alors il faut bien comprendre que c'est une opération de subversion macronienne. En 2016, Emmanuel Macron, candidat, ou futur candidat, va aux fêtes joanniques d'Orléans en mai 2016, et il dit « Jeanne d'Arc ne doit pas rester la propriété du Front National ». 2 ans après, sa militante, sa représentante de son parti La République En Marche, adjointe au maire d'Orléans, qui s'appelle Béatrice Odounlami, qui est béninoise, congoïde, a circonvenu l'association Orléans-Jeanne d'Arc pour choisir une métisse, mère polonaise, père béninois. Autrement dit, l'opération de subversion a consisté à transformer, à inverser le symbole. Le cosmopolitisme, c'est l'inversion des symboles. Jeanne d'Arc, symbole de la résistance à l'étranger, est devenue le symbole du grand remplacement. Des Français par les immigrés, des cocotoïdes par les congoïdes. Et alors, au fond, cette opération scandaleuse a eu au moins un mérite, c'est qu'elle a permis de débusquer les candoles de tout poil. Ils ont applaudi. Ils auraient pu se taire. Moi, évidemment, je n'ai pas applaudi, j'ai condamné. Ils auraient pu se taire. On remplace un symbole de résistance à l'étranger par un symbole de grand remplacement. C'est odieux. Bon. Eh bien, alors évidemment, Louis Alliot et Marine Le Pen ont applaudi. Applaudi à Gamassou. Le journal Présent, dit l'extrême droite, qui soutient le Front National, a applaudi. 2 pages à la gloire de Mathilde de Gamassou. C'est d'une bêtise. Ça, c'est le candolisme. Et ça, je vais plus loin. On trouve à l'extrême droite toutes sortes de théocrates antiracistes qui ont applaudi à l'opération de subversion. Et alors, je finirai par le pire. Un individu que j'ai soutenu autrefois, prénommé Philippe, qui a écrit un livre sur Jeanne d'Arc, qui a même été acheté l'anneau de Jeanne d'Arc. Eh bien, sous prétexte que Mathilde avait reçu 2 tweets injurieux, a dit « C'est scandaleux, je défends Mathilde contre ses injures, je vais la recevoir au puits du fou. » Et je le surnomme depuis Philippe de Candolle. Je vous rappelle aussi au passage que ce Philippe de Candolle se roule au pied de Macron en permanence. Hein. Donc c'est absolument lamentable. Le candolisme est partout. Même à l'extrême droite, et même dans la droite affirmée. Et voilà pourquoi il est essentiel pour la droite de se débarrasser des candoles. Les candoles sont le cheval de Troie de la gauche cosmopolite au sein de la droite. Sans la dénonciation et l'éradication des candoles, il sera impossible de combattre efficacement la gauche cosmopolite, la subversion cosmopolite. Impossible de porter au pouvoir un chef populiste, véritablement populiste et national-libéral, comme Trump ou comme Salvini, si la droite française reste minée et infestée de ces candoles. Nous sommes des résistants, au bon sens du terme. Or, les résistants, même au mauvais sens du terme, dans la stratégie des résistants, il faut commencer par se débarrasser des collabos. Le plus grand succès politique de la résistance que je connaisse, ou du terrorisme, c'est pareil, entre parenthèses, vous savez qu'un terroriste c'est un résistant qu'on n'aime pas, et un résistant c'est un terroriste qu'on aime. C'est l'ANC de Nelson Mandela. Oui, l'ANC, alors aujourd'hui, l'ANC massacre beaucoup de fermiers blancs, mais elle a massacré du temps de la résistance ou du terrorisme contre le régime de l'apartheid, elle a massacré beaucoup plus de noirs, 10 fois plus de noirs que de blancs. Tous les collabos, tous ceux qui collaboraient au régime ONI de l'apartheid. Donc il faut considérer que l'éradication, la dénonciation des candoles, ça doit être une priorité. Alors, pour gagner, donc, nous devons, primo,
prendre conscience de la persistance, de la rémanence du clivage droite-gauche, et en même temps comprendre la métamorphose de ce clivage qui oppose le cosmopolitisme à nous, la droite identitaire. Considérer que c'est une priorité stratégique de débarrasser la droite de ses candoles, de la purger. L'épuration nous renforcera. Il faut donc dénoncer les candoles. La droite française doit se ressaisir pour battre la gauche et pour faire une politique de droite. Le peuple français doit se ressaisir pour emmener, pour retrouver le chemin de la victoire et pour faire tomber l'oligarchie cosmopolite qui, comme le disait il y a un siècle Paul Doumer, prophétique, le conduit à sa ruine. À nous, chers amis, hommes de courage, d'intelligence et de conviction, nous tous ici, de montrer la voie aux Français. La France doit redevenir la France.